En 2002, Dominique de Villepin, à l'époque fraîchement nommé ministre des Affaires étrangères, qualifie ses employés ambassadeurs d'incapables. Mais qu'est-ce qui a pu lui faire dire ça? Pourtant, les ambassades et consulats sont des hauts lieux diplomatiques qui servent au quotidien les intérêts nationaux. Chaque année réactivée à l'agenda politique des candidats aux élections présidentielles, rubrique incontournable de l'actualité, la diplomatie des ambassades de France fait aujourd'hui l'objet de critiques, scandales, affaires de corruption, voire même crise globale. L'ambition française de rayonnement diplomatique international est vieille de plusieurs siècles et tire sa légitimité du statut de la France à l'ONU. Troisième réseau diplomatique après les États-Unis et la Chine, le mastodonte français compte aujourd'hui 160 ambassades sur 193 pays reconnus, 89 consulats, mais aussi 25 représentations permanentes au sein de l'ONU, l'UE, l'UNESCO ou l'OCDE et une trentaine d'ambassadeurs en mission. Le tout est supervisé depuis Paris au ministère des Affaires étrangères et européennes, le MAEE. Pourtant, si l'ambition est forte, la réalité en est tout autre. Le ministère souffre d'un budget très réduit, 4,5 milliards d'euros, par rapport à son cousin de l'éducation nationale, par exemple, qui affiche lui plus de 63 milliards d'euros. À cela s'ajoutent les tensions avec Bercy, le prestige taché de tous les côtés par les dirigeants du monde entier, les échecs militaires et politiques en Afrique récemment. Grande ambition, petit ministère. Mais alors comment et pourquoi la mission diplomatique française s'enfonce-t-elle dans une inexorable chute? Quelles sont les zones d'ombre, les ressorts et les coulisses de ces lieux ô combien stratégiques? Plongez aujourd'hui dans le monde des petits papiers, des grandes réceptions et des secrets de ce colosse aux pieds d'argile qu'on surnomme le Quai d'Orsay. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue dans ce long format de tour de presse. Tantôt discrètes, tantôt en quête d'admiration, les ambassades de France façonnent le paysage politique et géopolitique et sont essentielles pour préserver les relations internationales. Mais depuis quelques années, elles suscitent de nombreuses questions, autant économiques, sociales que politiques. La récente escalade des tensions entre l'Algérie et la France remet le sujet au cœur des débats. L'occasion pour nous de nous glisser dans cet univers opaque où la bataille de l'image compte davantage que l'ambition première. L'article 14 de la Constitution de la Ve République stipule que le président de la République accrédite les ambassadeurs. Pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, on associe ambassadeurs et diplomates à prestige, reconnaissance, luxe et mondanité. Ces princes de la diplomatie ne sont pourtant pas intouchables. Selon Le Figaro, la crise entre la France et l'Algérie a trouvé comme victime collatérale une douzaine d'agents de l'ambassade française à Alger qui ont reçu l'ordre de quitter les lieux. Les ambassadeurs, représentants directs de l'exécutif français à l'étranger, entretiennent une image élitiste, de réseau, de loyauté, diplômés de grandes écoles, l'ENA en tête. L'Express souligne la particularité de la France qui veut se montrer plus agile que l'Allemagne ou plus européenne que le Royaume-Uni, sans pour autant laisser des zones d'ombre proliférer. Se distinguer, peser, manœuvrer et se hisser dans la cour des grands, tels sont les chevaux de bataille de l'ambition diplomatique du président Emmanuel Macron, incarnée au quotidien par les ambassadeurs. Très souvent, ce sont des descendants de grandes familles de diplomates reliés à l'argent et au pouvoir. Prenons les exemples d'Olivier Wormser, frère du PDG de la banque Wormser, qui est nommé en 1975 ambassadeur en Allemagne, ou de Robert Gillet, héritier de la firme industrielle Gillet, spécialisée dans le textile et la chimie, qui a occupé le poste d'ambassadeur en Espagne de 1970 à 1976. Ce sont 60% des diplomates qui sont issus de grandes dynasties de l'administration, de l'armée, de l'industrie ou des finances. D'ailleurs, Maurice Gourdeau-Montagne, grand diplomate français des années 2000, révélait sa proximité avec le monde politique en avouant avoir été toujours chiracien. Les palaces parisiens abritant les délégations polonaises, italiennes ou américaines amplifient ce faste, en font un outil pour impressionner, comme le rapporte Ouest France. Mais derrière cette image, c'est une concurrence rude qui se livre. Le journaliste Pierre Assouline écrivait « Qu'est-ce qu'un ambassadeur ? C'est à se demander parfois s'il s'agit bien d'un métier et non d'une gratification ou d'une sinécure. Ceux qui sont devenus ce qu'ils sont par concours avalent difficilement que d'autres le deviennent par concours de circonstances. » D'ailleurs, on dit souvent « un ambassadeur ». Et pourquoi pas une ? Finalement, les ambassades ont-elles un sexe ? 26%, c'est le pourcentage d'ambassadrices en 2019. Très peu au regard de la charte de l'égalité professionnelle et de l'égalité des chances du Quai d'Orsay. Et bien souvent, quand des femmes sont nommées à ces postes prestigieux, elles sont reléguées aux délégations de petits pays, bien loin des places en Allemagne, Russie, Inde ou même Japon. La première femme ambassadeur était Marcel Campana, en 1972, nommée au Panama. Et depuis 2007, on compte seulement 2 ministres des Affaires étrangères au féminin,
Michel Alliot-Marie et Catherine Colonna. En comparaison avec le voisin américain, on retient outre-Atlantique Madeleine Albright, Hillary Clinton, Condoleezza Rice, etc. Aussi, l'affaire du Quai d'Orsay souligne la faible présence de diplomates homosexuels et LGBT. Ainsi, l'image du ministère archaïque et patriarcal domine encore en 2025. Parce qu'il n'y a pas que les déficiences en matière de diversité sociale qui caractérisent cet univers diplomatique, un flou dans la transparence financière règne aussi. L'ambassadeur n'a l'esprit libre qu'avec une caisse pleine pour Franck Renaud. Alors pour comprendre, analysons les détails de la composition de la rémunération des agents. Au salaire de fonctionnaire, il faut ajouter des primes allant de 1 718 € pour les catégories C, 2 620 pour les catégories B, à des fourchettes selon les postes de 2 193 à 8 954 € pour les grands ambassadeurs. Plus des indemnités de résidence qui permettent de compenser les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice des fonctions et aux conditions locales d'existence. Par exemple, France Info nous révèle que le Salvador verse 18 340 € d'indemnité par mois à l'ambassadrice et le Liban 18 114 € par mois. Et ce n'est pas fini, la pension de retraite mensuelle des ambassadeurs s'élève à 5 000 €. Il y a même des catégories d'ambassadeurs thématiques nommés au sport, à la lutte contre les mines antipersonnelles, qui perçoivent aussi des rémunérations du ministère. On comprend mieux la formule de Franck Renaud. Et tout à l'opposé de cette sphère diplomatique de luxe, on trouve les petites mains qui préparent les petits fours, qui servent l'ambassadeur. En tout, 5 600 emplois qui ne connaissent pas l'indemnité de résidence n'appartiennent à aucune des trois catégories. Généralement, ce sont des Français recrutés localement et employés à des tâches variées, jardinage, cuisine, traduction, secrétariat. Eux ne sont pas familiers du privilège national puisqu'ils dépendent du droit du pays où ils travaillent et bénéficient d'une petite couverture sociale. Encore des relations autoritaires hiérarchiques que le Quai d'Orsay tente bien de dissimuler. À présent, si je vous dis visa, vous pensez sans doute à la lenteur et à la complexité des procédures pour en obtenir un. Qu'en est-il de l'autre côté du miroir, chez ceux qui délivrent ces précieux laissez-passer? En 2010, un grand débat agite le ministère. Initialement géré en monopole par l'État français, le marché des visas a été conquis par des entreprises privées comme TLS Contact. À l'époque, l'ambassade de France en Chine était débordée par l'augmentation conséquente de la demande de visas touristiques. Suite à cela, l'entreprise TLS Contact a acquis des parts de marché et installé un premier centre à Pékin, puis s'est étendu à toute la Chine pour le compte du gouvernement français et d'autres pays d'Europe, du Maghreb et même du Moyen-Orient. La question des données et les interférences entre le secteur privé et public questionnent beaucoup, tant on sait la stratégie opaque de l'administration chinoise. Derrière les belles réceptions, c'est la gestion de 2,5 millions de Français vivant à l'étranger qu'il faut prendre en charge, notamment lors de risques de crise, les catastrophes naturelles, les crashs d'avions, les décès suite à un accident de la route, les prises d'otages. Quelques exemples. En 2008, la création du centre de crise a permis le transfert de 500 ressortissants européens en Géorgie lors de la guerre russo-géorgienne et l'évacuation de touristes français bloqués à Bangkok par les manifestations de décembre 2008. Ces événements montrent aussi l'envers du décor en révélant l'état d'impréparation des ambassades de France. Plan de sécurité et d'évacuation rarement actualisés, gestion très compliquée des ressortissants français en RDC en 2007 notamment. Des situations sont parfois difficiles à contenir. Le 17 décembre 2004, 4 Nord-Coréens s'engouffrent dans l'ambassade française d'Hanoï, ce qui provoque des tensions dans les relations entre le Vietnam et la Corée du Nord. Enfin, l'on ne peut évoquer la crise systémique du modèle diplomatique sans parler de corruption. Sous l'Irak de Saddam Hussein, de nombreux ambassadeurs étaient financés par le régime opaque en échange de subventions et mis sous silence de pratiques douteuses. Le trafic d'œuvres d'art, de trésors de la République, de drogue ou de stupéfiants est trop souvent couvert par les ambassades. Le Parisien a publié une enquête en avril 2025 sur les vrais faux ambassadeurs de l'UNESCO, dans lequel on apprend que des ambassadeurs auprès de l'institution auraient acheté leurs titres auprès de petits États comme les îles des Caraïbes, en grande partie en raison d'une immunité diplomatique dont ils bénéficient, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir d'enquête à leur encontre. C'est tout l'enjeu de ces contrôles menés chez des ambassadeurs milliardaires qui dissimulent leurs pratiques de corruption en achetant leur passe-droit auprès d'États dont la transparence est douteuse. Ainsi, Boris Latour, ambassadeur de l'UNESCO pour Antigua et Barbuda, a été relevé de ses fonctions en février 2025 pour soupçon de cambriolage et d'utilisation de fonds publics dans des hôtels et réceptions privées. Mais pendant longtemps, il n'a pas été présenté devant la justice puisqu'il bénéficie de l'immunité diplomatique. Tant que les États ne fixeront pas un cadre strict, les pratiques continueront. Alors, faut-il donc, après ce voyage dans les couloirs des ambassades, s'aligner sur la vision de Dominique de Villepin qui jugeait que les ambassadeurs sont des incapables? Faut-il continuer à croire que ces diplomates sont grassement payés à ne rien faire, ou voire pire, à ne pas assurer leur mission?
Ce qui est certain, c'est que disposer du troisième réseau d'ambassades au monde ne suffit plus. Dans cette bagarre diplomatique, la France doit savoir ce qu'elle veut et ce qu'elle propose à ses partenaires, et rapidement, pour ne pas se laisser distancer par des nations sans scrupules qui n'hésitent pas à lorgner sur les droits de l'homme pour obtenir un contrat d'exploitation d'un port commercial. La France doit réfléchir à ce qu'elle veut et doit se donner les moyens d'agir. Elle ne peut plus se cacher derrière des discours et des ambitions pompeuses dont le Quai d'Orsay a le secret. Ces secrets, elle ne doit plus en avoir. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à aller lire le brillant ouvrage de Franck Renaud intitulé « Les diplomates derrière la façade des ambassades de France ». J'espère que ce long format de tour de presse vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve en septembre pour toujours plus de décryptage de l'actualité internationale dans de nouveaux numéros de Tour d'Horizon.